Bienvenue sur Capital Santé. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes toujours à Kigali au Rwanda et ce matin nous allons nous entretenir avec le docteur Achille Manirakiza qui est chef du département de cancérologie de l'hôpital King Faisal. Bonjour docteur Achille. Bonjour Madame Louise. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes donc oncologue. Oui. Qu'est-ce que la cancérologie ou l'oncologie? L'oncologie, c'est une science médicale qui prend en charge le traitement et le suivi des patients du cancer. Ce n'est pas que l'oncologie qui va prendre en charge les patients du cancer, mais c'est le point central vraiment où les patients qui sont atteints du cancer vont se retrouver. Et à la fin, tout ce qui est transfert dans d'autres services, parce que la prise en charge est multidisciplinaire, ce qui est en charge de tout ce qui est transfert de patients de cancer va se passer à partir du service d'oncologie. Donc c'est cette science médicale qui va traiter les patients et qui va se charger de leur suivi à la fin. Et souvent on parle de cancérologue, d'oncologue, il y a une différence? Non, pas du tout. Le cancérologue, c'est plutôt un terme francophone, je dirais. Et l'oncologie, c'est le terme grec, mais aussi que les anglophones ont choisi. Donc les anglophones beaucoup plus disent oncologist. Et c'est là maintenant que le français peut s'approprier du nom. Mais c'est le nom étymologique qui a commencé, en fait, l'oncologie. Oui. C'est le grec pour le cancer. Oui. Et est-ce qu'il existe des sous-spécialités en oncologie? Oui, il y a une multitude de spécialités. Déjà, il y a par rapport aux âges, il y a l'oncologie pédiatrique et l'oncologie adulte. Et par rapport au domaine maintenant, il y a l'oncologie qui est chirurgicale, donc les gens qui vont opérer les cancers. Il y a l'oncologie radiothérapie aussi. Il y a l'oncologie médicale qui fait souvent pour tout ce qui est chimiothérapie. Et il y a aussi une spécialité qui naît ici en Afrique, mais qui a commencé beaucoup plus dans les pays anglo-saxons. Et c'est l'oncologie clinique. Donc ils essaient de regrouper tout ce qui est radiothérapie et oncologie médicale. Et c'est ma formation aussi. Donc il y a cette oncologie clinique qui regroupe les deux. Et il y a aussi, par rapport aux organes qui sont touchés, il y a l'oncologie orthopédique par exemple, il y a l'oncologie neurologique ou neurochirurgie, il y a l'oncologie qui vient dans le sens des organes digestifs, il y a l'oncologie organes thoraciques, donc c'est un peu de tout. Donc il y a beaucoup plus de spécialités, mais les plus grands, c'est par rapport aux âges et par rapport aux domaines qui vont se charger des patients par rapport aux modalités de traitement qui a été décidé. Et docteur Achille, vous avez 32 ans, combien d'années d'études faut-il pour être oncologue? Vous êtes jeune. Oui. Bon, c'est pas trop jeune, mais de toute façon, il y a le baccalauréat, comme on dit en France, et il y a aussi les études de médecine. Au Rwanda, les études de médecine, c'est 6 ans que j'ai fait. Ça a un peu changé pour le moment, ça prend jusqu'à 5, mais j'ai fait 6 ans. Et il y a maintenant ce qu'on appelle la spécialité. Ça prend, ça dépend des pays, ça varie entre 3 et 4 ans. Donc le tout en soi, ça fait 9 ans que j'étais en école après le lycée. Et voilà, donc ça fait, depuis 2019, ça fait 3 ans que je suis en pratique pour le moment. Oui. Félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Et quand faut-il consulter un oncologue? Il faut consulter un oncologue quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps. Des fois, il y a des cancers qui viennent par rapport à nos pratiques journalières, des choses qu'on fait à chaque jour, des routines. Mais il y a d'autres cancers qui viennent vraiment dans une manière qui est anormale. Donc, ça vient de la famille, par exemple, ça vient de ce qu'on fait et des expositions par rapport aux choses qu'on fait dans nos routines. Du coup, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une partie de la tête qui vous fait mal, par exemple. Il y a un mot de tête qui est
des maux de tête qui sont localisés. Il y a des maux de sein, par exemple, où il y a une masse qui est là, qui est palpable. Il y a des sécrétions qui viennent du sein, il y a des sécrétions qui viennent par rapport aux salives et aux choses qu'on crache, par exemple. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut venir se faire examiner. Mais à la fin, ce n'est pas nous qui voyons les patients pour la première fois. Donc, il y a ici, surtout au Rwanda, je pourrais dire que la plupart de nos collègues qui font la chirurgie, par exemple, les urologues, les gynécologues, un peu partout dans toutes les spécialités, ils sont quand même formés à comprendre ce qui ne va pas. Et à la fin, l'oncologue va voir le patient qui a un diagnostic. Donc, pour un patient qui a eu sa biopsie et qui vient à la fin pour se faire traiter. Et il est très rare, par exemple, que moi, l'oncologue, demande un examen de diagnostic, à moins qu'il y ait quelque chose vraiment qui sort hors du cadre de la biopsie ou quoi que ce soit. Mais à la fin, la plupart des fois, nos patients viennent après un diagnostic de cancer qui est déjà établi. D'accord. Et donc, quand les patients viennent vous voir, en ce moment-là, quel est votre rôle? Mon rôle maintenant, c'est d'établir le schéma thérapeutique. C'est de dire, voilà, par rapport à votre stade de cancer, parce qu'il y a un peu plus de 4 stades de cancer, il y a de 1 à 4, par rapport au stade de votre cancer, par rapport à votre état physique, votre état clinique. Voilà, il faut que vous soyez traité pour une intention curative ou une intention palliative, ou à la fin, on peut aussi vous donner un traitement de support. Donc du coup, il faut vraiment que je sois formé et avoir une bonne habitude de dire, que le corps du patient puisse me parler facilement et de savoir quoi donner ou pas donner, mais aussi par rapport aux tests qui ont été faits avant. Donc je suis en charge maintenant d'établir tout ce qui est le traitement du patient. Ça veut dire, est-ce que le patient va être traité pour un bon bout de temps, ça va être 6 mois ou 12, je dois leur parler. Est-ce qu'il doit voir un autre médecin avant moi? C'est ça que j'établis. Mais la plupart des fois, maintenant, ça commence à réduire et je vois que le patient, pour leur traiter, parce qu'on discute de leur cas dans d'autres réunions pour établir qui va le voir avant. Voilà. Et avant que le patient ne vienne vous voir, qu'est-ce que le patient doit faire pour vous faciliter sa prise en charge? Oui, donc le patient, déjà, il peut voir quelqu'un d'autre. Il peut voir un autre médecin, par exemple. Ils vont discuter, ils vont faire des tests. Et quand il y a maintenant cette biopsie-là, quand il y a le diagnostic du cancer qui a été établi, c'est là maintenant qu'ils peuvent me voir. S'il y a quelque chose qui a été oublié ou quelque chose dont j'ai besoin pour pouvoir mieux établir le stade de la maladie et aussi le traitement dont le patient va avoir besoin, je peux toujours le demander. Par exemple, la plupart des fois, les tests que je demande ici à l'hôpital, ça prend au plus 24 heures. Hein. Tout ce qui est scan, tout ce qui est examen de labo, au maximum c'est 24 heures, au plus ça peut prendre 2-3 jours. Hein. Et du coup, les patients doivent voir quelqu'un d'autre avant de venir me voir pour leur faciliter. Parce que si c'est un patient qui a une masse quelque part, je ne peux pas faire la biopsie. Donc du coup, il faut que quelqu'un d'autre le voie pour ne pas se retrouver en train de perdre du temps. Par exemple, il faut vraiment qu'il soit vu par quelqu'un d'autre avant que je puisse le voir. Et quand vous diagnostiquez un cancer chez un patient, comment se déroule la prise en charge dès cet instant-là? Voilà, donc la plupart des fois, ça c'est une bonne question, la plupart des fois, il faut comprendre que le diagnostic du cancer, c'est quelque chose de bouleversant. Que ça soit petit ou grand, c'est quelque chose qui change une vie, carrément. Et il faut avoir cette empathie avec le ou la patiente pour comprendre ce qui se passe dans la tête du patient. Et à ce moment-là, il n'y a pas de vitesse. C'est vrai que par rapport au scénario, par rapport à la maladie et par rapport à la vitesse dans laquelle les cellules de son cancer se reproduisent, il va falloir qu'on traite directement, mais il faut vraiment aller très lentement à ce moment-là.
des fois, quelques patients demandent à être seuls avec nous, médecins. Ils peuvent demander à être avec leurs époux ou épouses ou leurs enfants, des fois, quand les enfants sont plus âgés. Et il faut vraiment prendre le temps pour expliquer le cancer et surtout expliquer que le patient ou la patiente ne va pas être seul, qu'il y a toute une équipe, il y a toute la famille qui est avec le patient. À ce moment-là, maintenant, on discute du diagnostic, on essaie d'établir les risques, les facteurs de risque qui pourraient avoir causé ça. Des fois, il faut ne pas aussi y aller. Hein. Des fois, il faut, par exemple, il y a des cancers qui viennent du VIH, qui est aussi une cause de stigmatisme. Il ne faut ne pas vraiment parler de ça. On peut parler que c'est la cause, mais ne pas vraiment pousser. Voilà. Et maintenant, parler des solutions. Parce que la plupart de nos patients, à moins qu'il y ait d'autres problèmes, ils te demandent, OK, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui va suivre? Il faut vraiment avoir vos solutions avant de voir le patient. Et c'est là maintenant qu'on parle de la prise en charge. Et là maintenant, on va parler du temps que ça va prendre. Ça va prendre 6 mois, ça va prendre 3 mois, ça va prendre une année, ou peut-être que ça va prendre toute une vie. Parce que ça aussi, ça existe. Et des fois, si ce n'est pas possible que le ou la patiente soit traitée à ce moment-là, on peut aussi proposer autre chose. C'est là où maintenant on entre dans le scénario de support, de traitement de support. On parle de se focaliser par exemple sur la nutrition, se focaliser par exemple sur la prise en charge de douleur. Et là on ne se donne pas du temps. Le patient peut venir à n'importe quel moment. Maintenant, cet appui-là, la plupart des questions qui viennent après et qu'on doit maintenant dire, c'est plus la nutrition aussi. Qu'est-ce que le patient peut ne pas manger? Qu'est-ce qui va être la suite? Est-ce qu'ils peuvent boire de l'alcool par exemple? Est-ce qu'ils peuvent continuer leur travail? Ça c'est d'autres questions qui vont venir. Et à ce moment-là aussi, il faut être préparé pour ça. Donc je dirais que la prise en charge d'un patient du cancer commence même avant de l'avoir vu, de comprendre ce qui s'est passé, d'avoir un plan en tête et de pouvoir anticiper les questions qui peuvent venir. Hein. Et du coup aussi parler de tout ce qui est social, tout ce qui est psychologique aussi. Son environnement familial. Voilà. Et aussi leur signifier, leur bien expliquer que c'est l'individu, la personne la plus importante de tout le scénario. Donc s'ils ne sont pas là et qu'ils ne se sentent pas bien, on ne travaille pas. Oui, donc on a besoin d'eux de la même manière donc ils ont besoin de nous et de leur force mentale. Et quand ils n'en ont pas, on est toujours là pour ça. Voilà. Et quelle est la spécificité de l'hôpital King Faisal dans la prise en charge des patients cancéreux? Qu'est-ce que vous faites que les autres ne font pas? Oui. Comment vous vous complétez sur le terrain au Rwanda par rapport à cette pathologie? Je dirais qu'on traite un peu plus de maladies, de cancer, mais ça ne change pas, par exemple, par rapport à tout ce que les autres font. Donc, la direction du gouvernement, par exemple, pour le moment, c'est de pouvoir améliorer les services de soins de cancer. Et il y a 2 centres ici à Kigali, c'est nous, ici au King Faisal et l'hôpital militaire, qui donnent la chimiothérapie. Mais le surplus à l'hôpital militaire, c'est qu'aussi ils proposent la radiothérapie. On n'a pas de radiothérapie ici, mais on donne la chimiothérapie. Donc, il y a des fois où des patients peuvent venir de l'hôpital militaire parce que, par exemple, on donne une chimio qui nécessite à ce que les patients restent ici à l'hôpital. On essaie maintenant d'inclure un peu plus de technologie en termes de dire que les patients, à moins qu'ils veulent vraiment rester ici à l'hôpital, ils peuvent partir avec une pompe d'infusion et partir à la maison avec. C'est quelque chose qui ne se fait pas
de routine dans d'autres centres. Ici au Rwanda, je ne sais pas par rapport aux autres centres en Afrique, mais on essaie d'établir ça ici. Il y a dans un futur aussi proche, disons le mois prochain, on va avoir notre premier patient qui aura ce système-là, ce qu'on appelle le système Baxter. Il y a aussi que la plupart des fois, il y a des patients qui, je ne dirais pas qui échouent le traitement, peut-être que le traitement leur échoue, et qui viennent après ici pour leur seconde ligne. Parce que je dirais qu'il y a beaucoup plus de facilité à cet hôpital ici d'avoir des médicaments qui n'ont pas encore été testés ailleurs. Et du coup, ils peuvent toujours être testés ailleurs, c'est vrai à l'hôpital militaire, mais on essaie d'incorporer d'autres schémas, d'autres technologies pour pouvoir avoir beaucoup plus de patients et avoir le patient et pouvoir offrir aux patients le fait d'avoir une expérience qui est similaire à ce qu'il peut avoir ailleurs en Inde, en Afrique du Sud ou en Europe. Et c'est le même système par exemple en Europe qu'on donne ou au Canada. C'est le même système qu'on essaie d'établir ici. Les gens sont formés pour ça. Les infrastructures sont là. Il faut juste qu'on commence de donner aux patients quand les patients vont se sentir confortables, de pouvoir commencer. Oui, voilà. Et dans cette prise en charge thérapeutique, quand vous donnez des médicaments, est-ce que vous avez ce constat sur le terrain, comme dans d'autres pays en Afrique, on le voit, où des patients ils sont cancéreux, mais quand ils rentrent, ils savent qu'ils sont sous chimio par exemple, mais à la maison ils vont prendre des petites décoctions de plantes en plus, sans forcément dire à l'oncologue. Comment vous gérez cet aspect-là? La plupart de nos patients maintenant nous le disent. Très bien. Mais avant, ce n'était pas le cas. Ouais. Et je dirais que je ne peux pas tout savoir de ce qu'ils font à la maison, mais ça existe quand même. Et des fois, ça se mixe avec le fonctionnement hépatique. Parce que tout ce qui est médicament, tout ce qui entre dans le corps va passer par le foie. Donc la fonction hépatique en pâtit carrément. Et des fois, il faut vraiment retourner à ce qui s'est passé, ce qu'ils ont pris et des choses pareilles. Mais on essaie de dire bien avant que s'il y a quelque chose que quelqu'un leur propose en dehors de nos médicaments, il faut qu'ils nous en parlent. Et on a quand même eu une bonne réponse à ça. Et nos patients nous le disent bien avant. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur Internet ou dans des cliniques, disons, traditionnelles. Et les patients essaient d'y aller, mais de toute façon, la plupart des fois, ils nous le disent. Donc, disons que le problème n'est plus comme avant, quoi. Mais justement, pour mieux gérer cette situation, est-ce que des phytothérapeutes, est-ce que vous, en tant que médecin, vous travaillez aussi avec des phytothérapeutes, justement? Oui. Parce qu'on reconnaît aujourd'hui quand même qu'il y a certaines plantes qui sont complémentaires à un traitement chimiothérapique. Voilà. Oui. Non. La raison, c'est que, par exemple, ce que j'ai étudié, dans tout ce que j'ai étudié, je n'ai pas étudié cette collaboration-là avec nos médicaments et les plantes. Et du coup, ce que moi, je peux gérer, par exemple, c'est les effets qui viennent de la chimio. Ce n'est pas les effets qui vont s'ajouter. Et la plupart des fois, c'est pourquoi les patients ici vont signer un consentement. Si on ne peut pas gérer ça, il faut que les patients choisissent. Il faut qu'ils choisissent ce qu'ils vont prendre. Si c'est la chimio, c'est que la chimio. Et si c'est autre chose, c'est autre chose. Donc à la fin, voilà, on n'y peut pas grand-chose, mais la plupart des fois, ils nous montrent ce qui se passe. J'essaie de regarder dans les ingrédients s'il y a quelque chose qui peut s'ajouter à nos médicaments. Et si ça cause des problèmes, là, d'accord, je vais leur parler. Mais à la fin, ce que moi, je vais prendre en charge, c'est les problèmes que j'aurais causés avec mes médicaments et pas tout ce qui est en dehors de ce qu'on donne. Donc, voilà, et on essaie beaucoup de fois avec nos collègues de bien signifier ça aux patients, de leur dire que c'est impossible qu'ils puissent mixer la chimio avec autre chose. Oui.
Mais j'insiste sur cette question, mais en tant qu'oncologue, est-ce que vous serez ouvert à compléter votre formation sur la connaissance des plantes qui pourraient justement, pour vous assurer la sécurité de donner telle plante par rapport à telle chimio, parce que je suis parfaitement d'accord avec vous, si ce n'est pas contrôlé ces deux approches, on risque justement de ne pas agir dans le bien du malade. L'enjeu aujourd'hui, c'est est-ce que vous, oncologue, vous serez prêt, si c'était possible, à vous ouvrir à une telle formation de connaissance de nos plantes africaines. Nous sommes très ouverts à ça, mais à la fin, écoutez, ce que j'étudie, ce qu'on a étudié, ce que tout le monde étudie, c'est d'appliquer la science. Et la science, pour le moment, ce sont des essais cliniques. Et ces essais cliniques sont bien établis pour dire ceci va marcher pour tel patient et on n'ajoute rien. Et s'il y a quelque chose que j'ajoute, là, c'est là où la science quand même se limite, hein, parce que ça va se limiter à ce que la science nous dit et c'est tout. Mais je suis très ouvert à voir autre chose, par exemple. Mais à la fin, si c'est nocif, il faut aussi le dire. Parce que ce que je me suis rendu compte dans ma pratique, qui n'est pas aussi âgée, ça fait que 3 ans que je suis oncologue, c'est que la plupart des spécialités vont vraiment se couvrir. Donc ils vont se couvrir et dire de leur bien. Et c'est jamais eux qui ont le problème, c'est quelqu'un d'autre qui a tort. Et voilà, il faut vraiment faire attention à ce qu'ils disent. La plupart des fois, ils ne parlent même pas des effets secondaires. Et c'est ça maintenant qui est problématique à ce qu'on puisse même s'ouvrir à eux. Donc je suis très ouvert à voir, je suis très ouvert à apprendre, mais à la fin, c'est pas facile de voir des patients qui souffrent à la fin des effets qui viennent d'autres choses qui n'étaient pas vraiment nécessaires au début. Tout à fait. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de réunions de concertation. Quel est l'intérêt de ces réunions de concertation et comment elles se déroulent? Pourquoi vous avez mis en place ces réunions de concertation? La raison pour laquelle on fait des réunions de concertation, c'est parce qu'en principe, l'oncologie n'est pas une île. Nous ne sommes pas isolés. Nous travaillons avec d'autres personnes, nous travaillons avec d'autres spécialités. Et du coup, quand le patient, parce que maintenant c'est bien connu qu'il ne commence pas avec nous, quand le patient voit un chirurgien par exemple, qu'il voit un ophtalmologue ou qu'il voit un médecin interniste, il faut que ce patient soit vu à la fin avec l'oncologie. Et du coup, il faut qu'on comprenne tout ce que le patient a eu. Et s'il y a moyen de compléter, il faut le dire. Et c'est dans ces réunions-là où on va maintenant établir ce que le patient va avoir à la fin de cette réunion. S'il faut qu'il voit un oncologue, ça se dit là-bas. S'il faut qu'il y ait une autre imagerie à faire, il faut que ça se dise là-bas. Donc tout ce qui est décision pertinente du patient, ça se fait là-bas. Même la chirurgie, avant de décider la chirurgie, pour beaucoup plus de spécialités, ce n'est pas tout le monde qui va venir, mais la plupart de nos spécialités qui sont dans la réunion, ça va se dire là-bas. Si la chirurgie va être première, ça va se dire là-bas aussi. Et c'est une bonne chose de faire ça parce qu'à la fin, quand le patient comprend que sa décision n'a pas été prise par une seule personne, ça augmente la confiance. Ça augmente aussi la confiance de dire que la décision que je vais prendre, ce n'est pas moi seul qui le pense. Il y a toute une équipe qui me soutient dans cette approche-là et c'est aussi soutenu par la science. Et on essaie maintenant de discuter de nouvelles approches qui sont là. Quelqu'un a peut-être lu quelque chose de nouveau, ils vont parler de ça, on va voir la faisabilité de cette approche-là. Et c'est comme ça maintenant qu'on discute des cas, c'est comme ça qu'on va prendre la décision de nos cas. On fait ça d'une façon hebdomadaire. Dans d'autres centres, ce sont des réunions qui se font par organe. Il y a peut-être la cancérologie digestive, la cancérologie neurologique, thoracique. Ça se fait d'une façon journalière. Il y a beaucoup plus de personnes qui vont y être. Mais pour nous, c'est quelque chose qu'on essaie d'établir d'une façon régulière et ça se fait régulièrement chaque semaine, c'est hebdomadaire. Et ça se fait
avec tout le monde, chirurgiens, radiologues, les gens de la pathologie, nous, oncologues et des étudiants aussi en médecine ou ceux qu'on appelle les résidents ici. Et on a une bonne affiche de, disons, 5 à 6 cas chaque semaine à discuter. Et ces mêmes patients vont revenir à la première personne qui leur a vu pour qu'ils puissent leur dire, voilà, on s'est rencontré avec tout le monde, on a décidé que tu ailles ici pour faire cela. Et maintenant, c'est bien documenté que cette personne a été discutée et que la prochaine étape sera quelque chose d'autre. Et c'est comme ça qu'on essaie d'établir notre pratique. Parce que carrément la médecine ne se fait plus quelque part en isolement, c'est vraiment une concertation, on doit discuter entre collègues. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Et des cas que vous analysez lors de ces réunions de concertation, c'est des cas que de l'hôpital King Faisal ou des malades? Il y a un projet par exemple pour le moment qui essaie d'établir ces réunions dans tous les hôpitaux universitaires du Rwanda. Je suis en charge de l'hôpital King Faisal, mais chaque semaine aussi en ligne, hein, c'est sur Internet, par appel online, Internet. Je suis en charge de l'hôpital universitaire de Butare, par exemple. On essaie d'établir la même chose. Et c'est la même chose qui se passe au CHK. Maintenant, dépendamment des cas, hein, parce qu'il y a des fois où quelques spécialités ne sont pas établies dans un hôpital. Il y a des fois où les patients viennent d'ailleurs. C'est là maintenant que des cas peuvent venir d'ailleurs. Mais la plupart des fois, la plupart des patients qu'on va discuter ici, ils viennent d'ici même. Et maintenant, il y a quelques-uns qui viennent du CHK par exemple, qui viennent de l'hôpital universitaire de Kigali ou de Butare. Mais par exemple, l'hôpital militaire est bien indépendant et ils vont voir leurs patients. Ils vont traiter tout ce qui est cancer là-bas même. Donc, des fois, ils peuvent m'envoyer des cas qui souhaitent venir se faire traiter ici ou ce que je disais, qui ont des cancers qui sortent un peu du coma, qui ont besoin d'un suivi ici à l'hôpital et qui peuvent venir aussi dans ces réunions-là hebdomadaires. Oui. Alors, en Afrique, il y a de plus en plus des patients qui souffrent de cancers divers et variés. Au Rwanda en général et au King Faisal en particulier, est-ce que vous mettez tout en place pour accompagner les patients cancéreux et leurs familles dans le parcours de soins? On essaie, madame, c'est pas très facile. On essaie, je dirais que la plupart des choses sont là. Mais il y a une spécialité dont je n'ai pas parlé au début, il y a une spécialité qui s'appelle la psycho-oncologie. On n'a pas ça. On n'a pas ça pour le moment. Et comme ils disent ça en anglais, je vais essayer de traduire. J'essaie de porter tous les chapeaux. Chapeau psychologue, chapeau oncologue et chapeau un peu nutritionnel du coup. Parce que la plupart des fois, on ne va pas avoir tout dans une même place. Et il pourrait y avoir des déficiences, c'est vrai. Mais on fait ce qu'on doit faire à la fin. Et cette prise en charge qui est psychologique, cette prise en charge qui est nutritionnelle, si le patient en a besoin, on peut toujours le transférer vers un psychologue qui est général, ou un psychiatre, ou un nutritionniste par exemple. Mais la base, ce qui est basique, on essaie d'en parler. C'est aussi notre éthique, on doit vraiment parler, être à l'écoute du patient. Tout n'est pas en place, mais on essaie d'avoir des formations ici et là. J'ai fait par exemple une formation en psycho-oncologie qui était très très courte. Il y a d'autres personnes qu'on essaie d'envoyer ici et là pour avoir des formations en psycho-oncologie. C'est pas l'idéal, mais on fait ce qu'on doit faire. Et jusque-là, je crois que j'ai pas encore entendu ou peut-être entendu dans les couloirs qu'un patient se plaint que il y a une mauvaise prise en charge. Voilà. On essaie, c'est pas idéal, mais on fait ce qu'on doit faire. Mais ce qui est sûr, vous vous inscrivez dans une démarche d'excellence, toujours bien faire, toujours mieux faire. On essaie, oui. C'est le programme du gouvernement de vraiment aller jusqu'en bas, de bien faire, d'avoir de l'excellence. Et on essaie de faire la même chose. C'est pas idéal. Il y a toujours, comme je l'ai dit, il pourrait y avoir des déficiences, mais on fait ce qu'on doit faire, oui. L'essentiel, c'est que vous êtes
tous les jours en train d'évoluer vers cet idéal. Justement, oui. On essaie ce qu'on doit faire. On doit faire ce qu'on doit faire. Et du coup, c'est pas facile, par exemple, par rapport au nombre de collègues qu'il y a, d'avoir tout ce qui est patient. Hein, parce qu'ici, on peut vraiment passer du temps avec nos patients. Il y a des gens que j'ai trouvés sur traitement, qui sont toujours sous traitement. Et je me fais des amis facilement avec nos patients. Ça fait des années qu'il y a même des histoires de famille que je connais. Il y a même des conflits familiaux que je dois y être pour bien écouter, pour que ça ne perturbe pas le traitement du patient. Je dois faire ça pour garder l'image du traitement et l'image de tout ce qui est médical, que ça ne s'interrompt pas, surtout ça. Et je dois maintenant tout faire derrière les coulisses pour avoir le patient pris en charge et bien traité à la fin. Donc, on fait ce qu'on doit faire, mais ce n'est pas toujours idéal. S'il y a moyen d'acquérir des compétences en psycho-oncologie ou des gens qui sont formés en ça, ce serait bien idéal. C'est ce qu'ils font ailleurs. Il y a toujours cette consultation oncologue et cette consultation en psycho-oncologie pour pouvoir comprendre ce que le patient a. Et des fois, l'échec qu'on a, c'est qu'il y a des patients qui répondent très bien sur traitement et qui ont des pressions majeures. Et là, ils ne vont plus pouvoir venir à l'hôpital. Et ça change tout. Ça change tout parce que ça ne sert à rien de traiter sans que le patient ne comprenne ce qui se passe et venir même à l'hôpital pour se faire traiter. Ouais. Mais docteur Achille, vous êtes vraiment passionné d'oncologie. On voit que ça part de votre cœur. Vous aimez le patient puisque tout ce que vous expliquez montre bien à quel point vous êtes passionné pour ce que vous faites. Mais racontez-nous votre histoire. Pourquoi vous avez choisi cette spécialité d'oncologie? J'avais 4 ans quand mon père est mort. Donc je suis né en 90, mon père est mort le 23 mai 94. J'étais très jeune pour comprendre, mais par après, ma mère m'a dit que mon père est mort du cancer. C'est une histoire vraiment que quand j'en parle, j'ai des émotions, mais ça a quand même, ça m'a bien signifié et ça m'a bien fait comprendre ce que je pourrais donner en retour au monde. Et ma mère a bien joué le rôle de mère et de père, mais disons que j'aurais bien aimé aussi avoir mon père. Et du coup, ce qui me passionne et ce qui me pousse, c'est de ne pas voir des enfants qui n'ont pas leur père à la fin de leur père. Par rapport au cancer. Il y a maintenant quelque chose d'autre en étant en pratique qui m'a vraiment fait mal au cœur. Ce sont les jeunes avec le cancer. Et ça, par rapport à mon autre patient qui est la génétique, j'essaie aussi d'apprendre ça. J'essaie de comprendre ce qui se passe en Afrique. J'essaie de comprendre ce qui se passe au Rwanda, qui fait qu'il y ait des jeunes qui ont un cancer du sein à 20 ans, qui font qu'il y ait des jeunes qui ont un cancer du côlon, par exemple, à 23 ans, ou du pancréas à 27 ans. Ou, voilà, il y a des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire que j'essaie de comprendre. Ça ne veut pas dire que j'oublie les vieux. Je leur traite, ce sont mes amis. Mais à la fin, les jeunes, quand un jeune meurt, c'est pas une mort, c'est une vie volée. Et ça me fait mal au cœur qu'il y ait toujours des jeunes qui... Parce qu'en plus de ça, quand un patient est jeune, c'est bien plus agressif qu'autre chose. C'est bien plus agressif qu'un autre cancer pour une vieille personne. Tout à fait. Et ça me fait mal au cœur et c'est ce qui me pousse maintenant à ce que pour le moment, on fait une recherche sur ces cancers-là qui viennent pour les jeunes, pour la prostate et pour le cancer du sein. J'essaie de faire la même chose pour le côlon l'année prochaine et c'est ce qui me pousse. Mais surtout ça parce que mon père est aussi mort à 37 ans. Donc il était jeune quand même. Il était jeune, oui. Et ça fait peur pour le futur qu'il y ait des gens qui meurent comme ça, qui meurent jeunes et qui laissent carrément une descendance des enfants
beaucoup plus, voilà, seuls à eux-mêmes. Il y avait aussi d'autres scénarios de guerre à côté. On n'était pas ici au pays. Il y avait le génocide contre les Tutsis ici au Rwanda, mais aussi il y avait la guerre là où j'étais. Et c'était pas facile. C'était pas facile d'avoir cet appui-là. Mais c'est ce qui me pousse. Je ne vais pas m'éterniser en oncologie, mais si je peux quand même donner quelque chose pour la génération qui vient, en termes de cancer de jeunes, en termes de pouvoir donner aux pères la joie de voir leurs enfants évoluer, grandir, se marier, avoir des enfants, avoir des petits-enfants, c'est ce qui me pousse. Et ça me fait bien plaisir quand je dis aux patients, ça va bien se passer, vous êtes guéris, ça se passe. C'est le cancer, quelques cancers tuent, d'autres ne tuent pas nécessairement. Il y a beaucoup d'exemples des gens qui sont guéris. Ma femme est survivante du cancer. C'est quelque chose qui est tout autour de moi et qui me donne la passion de voir... sauver. Voilà, pas sauver comme tel, mais supporter ou donner quelque chose en rapport à ce que le patient soit dans une bonne... qu'il ait une bonne prise en charge et surtout excellente en Afrique. Et c'est possible. C'est très possible, oui. Yes, we can. Yes, we can. Oh, docteur, quel message pouvez-vous donner aux jeunes Africains? Pensez-vous que des jeunes Africains doivent se former à la cancérologie aujourd'hui et pourquoi? Quel message, après votre témoignage, qu'est-ce que vous pouvez dire à beaucoup de jeunes Africains? C'est la passion. C'est la passion. Et disons que avec nos collègues ici ou ailleurs, c'est très facile de voir quelqu'un qui est pour la passion que quelqu'un qui est pour d'autres motivations. Et la plupart des fois, on doit avoir cette passion pour le patient parce que nos maladies ici ne sont pas faciles. Elles ne sont pas faciles. Ce n'est pas que la maladie seulement, il y a aussi le traitement qui n'est pas facile. Tout à fait. Et ce n'est pas nécessairement une discipline qui va avoir des résultats directement. Ce n'est pas comme la chirurgie où il y a une masse, on enlève. Ce n'est pas comme l'orthopédie où il y a une fracture, tu le fixes et c'est tout. Nous, nos patients sont là. Ils sont là, tu vas connaître leurs enfants, tu vas connaître leurs époux, tu vas connaître comment les enfants ont passé à l'école. Parce que ça aussi, ça affecte le psyché des patients et ça peut leur causer de ne pas venir à l'hôpital. Des fois, on parle aux gens en dehors du patient. C'est les familles dont il faut prendre en charge. Et disons que l'aspect traitement est beaucoup plus petit que d'autres aspects qui viennent avec le patient. Et il faut vraiment avoir cette attention-là aux détails, attention à ce qui se passe tout autour du patient. Et aussi comprendre, parce que ce sont nos patients qui vont nous appeler à 3 heures du matin quand ils ont mal. Et il faut avoir cet avis de confiance. Du coup, si ils se sentent intéressés, s'il y a cette histoire-là de patient qui est, il y a beaucoup d'opportunités en cancérologie ici pour le moment en Afrique. On peut se spécialiser, on peut beaucoup plus faire. C'est quand même une discipline de médecine qui n'a pas beaucoup de recherche, par exemple, en Afrique. Il y a beaucoup de cancers dont on ne connaît pas la biologie pour la race africaine, pour la race noire. Et ça, pour quelqu'un qui est sur la recherche ou quelqu'un qui est sur une lancée qui est de volontariat, à parler pour les patients, il y a beaucoup d'opportunités à faire, à mieux faire, à beaucoup faire pour nos patients. Et c'est facile de faire un appui qui est visible et qui va vraiment se répercuter sur des générations futures. Et c'est ce qui me pousse. Ça peut être autre chose pour quelqu'un d'autre, mais c'est ce qui me pousse pour voir, on ne va pas guérir tous les cancers, on ne peut pas prétendre le faire, mais quand même, un patient qui est content, je rentre content aussi. Et ça va bien se passer à la maison du coup. Et si quelqu'un meurt, ma femme le sait, ma petite fille le sait aussi, c'est le deuil à la maison et c'est pas facile. C'est pas facile. Donc s'il y a cet élément de patient, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici en Afrique. Il y a beaucoup de choses que les jeunes peuvent faire.
s'il y a l'énergie et cette passion-là, c'est faisable. Oui. Donc, comme vous dites, vous êtes près du malade, près de sa famille et aussi à l'écoute. Papa doit être content là où il est. J'espère. Même s'il est parti plus tôt, il se dit bon. J'espère. J'espère bien. Oui. Il y a... C'était pas facile à ce moment-là, mais j'espère qu'il est... voilà. Si c'est ça qui... que le Tout-Puissant, l'Éternel a choisi pour moi, que ça soit ainsi. Donc, peut-être qu'il est content, d'accord. Mais tout ce que je sais, c'est que peut-être qu'il est mort, oui, mais les générations futures, peut-être, vont pouvoir bénéficier d'un tout petit peu que j'ai pu faire de mon vivant. Et j'espère bien que les choses que nous découvrons pour le moment ici au Rwanda, par exemple, vont pouvoir nous aider à ce qu'il y ait moins de jeunes qui soient malades, qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui ont accès à la prévention du cancer. C'est ce qui me fait mal au cœur et ce qui me porte beaucoup plus au chevet et tout près du patient pour connaître ce qui se passe tout autour d'eux. Mais j'espère qu'il est bien content. J'espère qu'il est bien content là où il est, que j'essaie de faire ce que le monde ou le futur me dit de faire, ou je ne sais pas, le plus haut, l'Éternel me dit de faire. Oui. En tout cas, personnellement, je tiens à remercier votre maman pour ce qu'elle a pu faire pour que vous soyez dans cette passion. Ça me touche. Oui. Donc, merci à maman. Oui, merci à elle. Et que l'Éternel, vraiment, chaque jour, vous guide. Merci. Vous donne de l'énergie et tout ce qu'il vous faut. Merci beaucoup. Pour cette mission. Merci. Merci bien, Madame Louise. Merci, Dr Achille. C'était un plaisir pour moi. C'était un plaisir pour moi aussi. Merci à vous. Merci encore, chers téléspectateurs. Nous venons de terminer avec le Dr Achille au King Faisal Hospital à Kigali. Ce merveilleux voyage au Rwanda nous confirme encore une fois que vous, les patients qui souffrez de cancer partout en Afrique aujourd'hui, vous avez une bonne prise en charge qui est possible au Rwanda, dans les hôpitaux, au King Faisal où on est et partout ailleurs. Donc n'hésitez pas, ne restez pas chez vous. Il y a des solutions en Afrique proposées par des Africains et dans des très bonnes conditions. Merci encore. À bientôt.